L'objectif de cet épisode est de te donner des clés de compréhension, des outils concrets pour savoir ce qu'est la maltraitance et ce qui relève des violences dans le couple. Peut-être l'occasion pour toi de te poser des questions sur ton bien-être au sein de ton couple. J'espère que cet entretien avec Aurélie Pignon, thérapeute féministe et engagée sur les questions d'intersectionnalité et d'inclusivité, te permettra de faire un bilan de ta situation de couple ou te donnera des pistes et des conseils si des proches autour de toi sont concernés. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Aurélie. Bonjour Valérie, Bienvenue dans mon podcast. merci de me recevoir. Je suis vraiment très contente de t'avoir avec moi, d'autant plus que le sujet est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Juste pour la petite histoire, j'ai fait connaissance avec toi puisqu'on est ensemble sur le même groupe Hypnose inclusive de Marie Lisel, et puis parce qu'on partage un groupe d'intervision dont le sujet principal est de discuter de toutes les questions d'inclusivité, de violence systémique, etc. Mais aujourd'hui, le sujet va être plus particulièrement le sujet délicat des violences conjugales. Donc avant qu'on commence, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Avec plaisir, je vais essayer de faire court. Donc, je m'appelle Aurélie Pignon, je suis praticienne en thérapie brève. Alors, l'hypnose, c'est quand même mon outil de prédilection, mais j'ai pas que celui-là. Mhm. Je suis formée en PNL, en TCC, en thérapie systémique aussi. J'accompagne en cabinet, alors je me trouve à une vingtaine de kilomètres au nord de Dijon, et j'accompagne également en visio. Je suis également militante féministe et je suis présidente de la Ligue contre le viol conjugal, qui est la première asso en France exclusivement dédiée à lutter contre les violences sexuelles au sein des couples. D'accord. On mettra tous les liens dans les commentaires pour les personnes qui seraient intéressées, qui voudraient en savoir plus et creuser la question. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition de ce que sont les violences conjugales? Alors, les violences conjugales sont des violences qui sont commises par le conjoint ou l'ex-conjoint. C'est pas Mm. toujours quand on est ensemble. Parfois, ça s'arrête pas au moment de la séparation. Et puis parfois, ça s'exerce au moment des séparations ou juste après. Euh, alors, les violences conjugales, c'est vraiment entre adultes, hein, donc c'est entre conjoints et conjointes. Alors, volontairement, dans mes phrases, je vais genrer les agresseurs au masculin et les victimes au féminin parce que ça correspond à la réalité statistique. Ça ne veut pas dire que je nie le fait qu'il y ait des victimes hommes et qu'il y ait des agresseurs femmes. Mais la réalité statistique, c'est que la grande majorité des violences sont commises par des hommes à l'encontre de femmes ou d'enfants, et c'est là que je viens à la différence entre violence conjugale et violence intrafamiliale, D'accord. qui inclut les enfants aussi. Tu nous as expliqué le contexte, mais comment tu définirais le terme de violence, par exemple? Qu'est-ce qui implique, que signifie violence finalement? Alors les violences, et je te remercie de me poser la question parce que je pense que ce qui fait énormément peser le silence et le tabou, c'est qu'on réduit. C'est-à-dire que là, spontanément, si je te dis de penser à une victime de violence conjugale, et si on dit ça à toutes les personnes qui écoutent, généralement, la première image qui vient, c'est celle d'une femme, le corps recroquevillé, en train de se protéger avec des bleus. En effet. Et la violence conjugale, ce n'est pas uniquement la violence physique. Il y a différents types de violences. Et souvent, la violence physique, elle est un peu le point d'orgue. Mais avant ça, il y en a eu d'autres. C'est-à-dire que la violence physique, c'est souvent la partie immergée de l'iceberg. Mais en dessous, il y a des violences verbales, des violences psychologiques, des violences administratives, des violences économiques, des violences vicariantes, des violences coercitives, des violences sexuelles. Voilà, il y a tout un ensemble de choses. Euh, et les violences, c'est vraiment un continuum qui ne se limite pas au coup. Parfois, d'ailleurs, il n'y a pas de coup.
Ok, bah, c'est beaucoup plus clair. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu vas genrer l'agresseur au masculin et l'agressé au féminin, parce que effectivement dans les statistiques, c'est plus souvent dans ce sens-là que ça se fait. Est-ce que tu aurais des statistiques importantes pour toi que tu penses intéressantes à partager? Oui, alors pour celles et ceux qui seraient intéressés d'avoir les chiffres, je vous conseille d'aller voir les travaux de la MIPROF, qui est la mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains. Ok. C'est l'Observatoire des violences globalement. Euh, donc eux, ils recoupent tout un tas de chiffres issus d'études du gouvernement ou de certaines associations féministes, et Mhm. ils en font la synthèse. Les derniers chiffres qui sont parus, c'est qu'en moyenne, le nombre de femmes entre 18 et 74 ans euh, qui est victime chaque année de violences physiques, psychologiques, sexuelles par un conjoint ou un ex-conjoint, c'est 321 000 femmes. Dans 7 cas sur 10, ce sont des faits qui sont répétés. Et 15% seulement de ces victimes déclarent avoir déposé plainte. Donc, quand on s'intéresse aux chiffres, c'est important de ne pas simplement s'arrêter aux chiffres des dépôts de plainte, parce que les chiffres des dépôts de plainte, ils sont minimes par En effet. rapport Mm. à l'étendue des violences. 82% des personnes qui meurent euh, de violences au sein des couples sont des femmes. Et effectivement, la part est vraiment Voilà énorme, pourquoi, hein. Mm. même si généralement j'essaye d'être la plus neutre possible dans mon Oui. discours, genré le moins possible, quand je pourrais pas, ben, je prendrai cet axe-là parce que c'est Mm. l'axe de la réalité. Alors, il y a effectivement des conjoints qui sont tués par leurs femmes. En 2022, il y en a eu 23, des hommes D'accord. tués par leurs partenaires, euh, et 9 de ces femmes qui ont commis un meurtre avaient elles-mêmes été victimes de violences par ce Ah, conjoint. d'accord. Bah, merci pour ces chiffres assez alarmants, je J'ai dirais. volontairement parce que ça peut très vite faire peur. Oui, oui, Il en y en a effet. beaucoup Ouais, des ouais. chiffres. Pour celles et ceux qui s'y intéressent, allez voir ce que propose l'ami prof. Mais je ne veux pas non plus vous assommer de chiffres et j'ai bien conscience aussi que ça peut être douloureux, voilà, pour certains, Oui, certaines en fonction des vécus personnels. oui. Puis en plus, les chiffres, ça a un côté très froid, très Très froid, très clinique, ouais. voilà. Et, Mm. et en plus, ces statistiques, elles sont tellement peu parlantes par rapport à la réalité Mm. que, voilà. Mais ça donne un petit cadre quand même, un cadre de base, disons. Oui, c'est pas à la marge des violences conjugales. Hmm. On va parler un petit peu des signes d'alerte. Donc l'objectif de ce podcast, c'est à la fois de pouvoir se situer soi-même, faire le bilan de son couple, et puis aussi de pouvoir donner des pistes si on a des proches dont on pense qu'ils peuvent être concernés. Enfin, du coup, je vais dire elle aussi, des proches dont elle pense qu'elle pourrait être concernée. Quels pourraient être, selon toi, les signes d'alerte? Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on se dit, ben là, ma situation, elle est pas très saine. Alors, c'est souvent plus difficile de s'en rendre compte soi-même quand on est dedans. Souvent, c'est la privation de liberté et c'est la sensation de peur. C'est quand on commence à se dire, je peux pas faire ça. Non, je peux pas faire ça, sinon, ah non, il va trop s'énerver, je peux pas. La copine qui vous appelle, qui dit, ah bah tiens, on a prévu un truc ce soir, c'est un peu à l'improviste, mais viens nous rejoindre. Non, non, je peux pas. Et là, on sent tout de suite la boule au ventre de, non, non, je peux pas sortir, je peux pas comme ça, il faut que je prépare. Voilà, c'est souvent un ressenti et en même temps, il y a une telle incongruence, il y a une telle, alors ce que nous on appelle la dissonance cognitive que je vais définir en quelques mots pour les gens qui sont pas forcément du métier, mais c'est ce truc qui colle pas entre ce qu'on pense et ce qu'on vit, ou entre ce qu'on ressent et ce qu'on vit, mais quand c'est cognitif, c'est plus entre ce qu'on pense et ce qu'on vit. Et on est en couple avec quelqu'un qu'on aime généralement. Et en même temps, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, on sent qu'il y a un truc qui déconne, quoi. Et on Mm. n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Puis en plus, comme je te disais tout à l'heure, c'est tout un continuum, hein, donc les choses, elles s'installent petit à petit. Moi, je donne souvent cette image de la grenouille. Si tu la plonges dans l'eau bouillante, elle va sauter pour sortir, mais tu la fais bouillir à petit feu, et ben elle va se laisser bouillir. Et ben les violences, souvent, c'est ça. Et donc, comme c'est à petit feu, on ne le sent pas forcément venir. Et c'est souvent les proches qui vont alerter, qui vont commencer à dire, mais tu es sûr que c'est normal ce truc? Mm. Ça se fait que, comment ça, t'as pas le droit d'avoir ton compte en banque? Comment ça, comme ça, tu peux pas acheter ta robe parce que sinon il va le voir sur le compte et il va s'énerver. Comment ça, tu peux pas me répondre au téléphone quand il est à côté? C'est souvent des petites choses comme ça que les proches vont venir un peu pointer et qui vont souvent faire.
se questionner, la victime, qui va se dire, mais mince, effectivement, ça fonctionne pas comme ça chez les autres, quoi. Ouais. Un regard extérieur, donc souvent qui peut être apporter une certaine objectivité ou en tout cas permettre de prendre du recul par rapport à une situation qui s'est installée, quoi. Ouais. Et en même temps, c'est jamais linéaire. La puissance du déni dans les violences conjugales, elle est très très forte. Elle est très liée à cette dissonance cognitive et puis à Mm. l'ambivalence de l'affection, de l'amour qu'on porte à la personne qui nous fait du mal. Donc le déni, il est souvent très très important. Et c'est là où souvent les victimes, elles se retrouvent vraiment prises en étau. Et moi, je dis souvent que c'est la double peine parce qu'elles ont d'un côté un conjoint violent qui va inverser la culpabilité parce que ça fait partie du mécanisme. Donc, elles vont s'entendre dire des choses du genre mais tu vois dans quel état tu me mets, mais Oui, tu me rends complètement fou, de toute façon, c'est de ta faute, moi, j'ai jamais été comme ça avant. Et puis qui va remettre en cause leur propre ressenti. Mais t'es folle, ma pauvre fille, mais vraiment, t'en fais toujours des caisses, de toute façon, tout le monde le dit. Et puis, ben, les proches, la famille, les amis, qui ne comprennent pas les mécanismes du déni et qui vont parfois essayer de pousser, alors avec de très bonnes intentions, parce mm. qu'ils voient le danger, qu'ils veulent réellement venir en aide à une personne à qui ils tiennent. Mais du coup, voilà, cette incompréhension des proches, parfois ce jugement des proches d'un côté et la violence de l'autre, les victimes, elles sont entre le marteau et l'enclume, quoi. Oui. Et c'est très compliqué. Et justement, qu'est-ce que tu penses des clichés du type oh bah si elle reste, c'est qu'elle y trouve son compte, tu vois ce genre de propos Alors, j'en pense, si je devais te résumer ça en un petit emoji, le petit emoji colère là qui est très très fâché, euh, c'est vraiment, c'est la méconnaissance. C'est comme le truc de non mais il faut partir au premier coup. Alors oui, dans l'absolu, il faut partir au premier coup. Mais le premier coup, bah, c'est le haut de l'iceberg. Avant ça, il y a eu tout un mécanisme qui fait que la grenouille, elle s'est retrouvée à bouillir à petit feu. Et si c'était si simple, ça se saurait. Alors déjà, moi, ça m'énerve beaucoup parce que ça remet toujours la responsabilité sur la victime. exact. Et ça dédouane complètement les auteurs de violences parce qu'on dit, bah, de toute façon, voilà, si elles restent, c'est qu'elles y trouvent leur compte. Mm. Enfin, soyons un petit peu réalistes. Qui peut trouver son compte à vivre dans un climat de terreur constante? Personne. Personne ne prend plaisir à ça. Et comme ces violences est un continuum, souvent l'auteur va isoler sa victime de sa famille, de ses amis. Alors c'est ce qu'on appelle la stratégie de l'agresseur, qui a été définie par plusieurs assos, notamment le collectif féministe contre le viol, mais qui s'applique pas seulement aux violences sexuelles, qui s'applique aussi très très bien aux relations d'emprise. Et donc cet isolement de la victime, cette remise en question permanente, cette inversion de la culpabilité, ben, c'est tout un process qui fait qu'on n'est même plus en capacité d'avoir confiance en sa propre perception des choses. Ouais. Et il y a une dépendance souvent qui est créée administrativement, économiquement, psychologiquement. euh, et puis, faut pas négliger que souvent il y a la présence des enfants dans l'équation, quoi. Je Oui, tu as parlais tout à l'heure raison. des violences vicariantes. Les violences vicariantes, c'est donc le fait d'utiliser les enfants pour atteindre l'autre parent. Euh, et donc, ça va être très souvent des menaces de tu vas voir si tu t'en vas, tu vas voir si tu vas me prendre mes enfants. Tu vas voir si ça va se passer comme ça. Tu veux te barrer, bah, tu te barres toute seule, tu les verras plus tes gosses. Oui, puis je pense aussi aux aspects économiques. Tout à fait. Mm. Oui, les violences économiques, l'isolement économique, il fait partie de la stratégie aussi, hein. C'est souvent des femmes qui, parfois, elles vont travailler avec leur mari, pas forcément en étant sous un statut vraiment reconnu de salarié avec une couverture, etc. Parfois, elles vont travailler à l'extérieur, mais tout va être mis sur un compte commun qui va être géré par le mari. Donc voilà, il y a cette dépendance aussi qui s'installe, euh, qui fait que on est persuadé de ne pas pouvoir s'en sortir seul. Mm. Oui, c'est comme s'il n'y avait pas d'issue en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment une construction qui est mise en place par les auteurs de violence, d'amener la victime, alors déjà à douter de la réalité de ce qui se passe, et en plus à se persuader qu'elle est incapable de se débrouiller sans lui. Ouais. Du coup, c'est vrai que c'est vraiment pas évident d'analyser sa propre situation. Et c'est là, comme tu disais tout à l'heure, l'importance du rôle des proches, des amis, quand Alors, ils sont encore présents. il y a des outils.
Alors, je vais prendre par tranche d'âge, je vais commencer Hmm. par les plus jeunes parce que, contrairement à ce qu'on pense, on a aussi beaucoup de préjugés sur les auteurs. Et donc, on a tendance à avoir cette image, c'est du gaillard un peu crasseux avec les auréoles de transpi, Mhm. une bouteille d'alcool à la main et le poing serré de l'autre. Enfin, bon, tu vois, ce truc. Oui. Or, les violences, elles sont très présentes dans les couples jeunes. Très, très présentes. Il y a un site qui s'appelle Comment on s'aime, sur lequel il y a tout un tas d'informations sur ce qu'est une relation équilibrée ou non, le respect du consentement ou non. Il y a un chat anonyme. Ok. Donc, si vous êtes une jeune personne, que vous êtes dans une situation, d'une relation de couple qui vous questionne, que vous vous posez la question, est-ce que c'est normal qu'il se passe ça? Je sens que voilà, je me sens pas bien avec cette situation-là, mais je sais pas trop si c'est moi parce qu'il me dit que. N'hésitez pas à aller faire un tour du côté de Comment on s'aime. Posez vos questions sur le chat, vous aurez des professionnels pour vous répondre. Donc ça, c'est vraiment une ressource très importante pour les plus jeunes. Il y a aussi les violentomètres. Alors, il y a le violentomètre du centre Hubertine Auclair. Et puis, il y a un violentomètre qui est plus axé sur les violences sexuelles conjugales, qui du coup avait été créé par la Ligue contre le viol conjugal, un petit peu avant qu'on soit en assaut, donc c'est encore le collectif français contre le viol conjugal, qui est vraiment plus ciblé sur les violences sexuelles au sein des relations de couple. D'accord. Ça, c'est bien de les avoir quelque part dans son téléphone. Voilà, ça peut aussi parfois servir à ouvrir la conversation avec Mhm. une proche dont on sent que peut-être on ne serait pas tout à fait dans la zone verte. Je me souviens de l'avoir vu dans les toilettes d'un petit coffee shop et j'ai trouvé ça vraiment super. Et en plus, il était mis de sorte que tout le monde puisse le voir, y compris les hommes. Tout à fait. Moi, je l'ai au cabinet, effectivement, et il est très important à avoir. Mm. Et il y a beaucoup d'assauts militantes hein, qui vont les afficher, effectivement, Mm. dans les lieux festifs. Ouais. Consentis, ça fait un gros travail sur le consentement en milieu festif, donc ils sont beaucoup affichés, des affiches de prévention des violentomètres dans les lieux de festival, dans les bars. Ouais, ils Oui, font un que ce soit super. pas limité à la sphère du soin ou de la thérapie, mais que voilà, que ce soit accessible partout de manière simple. Oui, parce qu'en plus, en général, quand on arrive en thérapie, on a déjà avancé, on a déjà pris conscience de la situation. Donc à ce moment-là, on a déjà un pas vers la réparation. Oui. C'est avant, je pense qu'il faut absolument ouvrir les yeux du grand public parce qu'il y a quand Mm. même aussi il y a ce déni, puis comme je disais, tout cet imaginaire collectif autour des auteurs, autour des victimes, ce truc Oui. de non mais ça ne touche que certaines catégories sociales, que certaines. Mhm. Enfin, non, 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 les violences, elles touchent absolument tout le monde. Alors du coup, comment une personne prend conscience qu'elle est victime, selon toi? Alors, c'est là que je vois le bon côté des réseaux sociaux. Oui, ah, intéressant. Ouais, c'est que je me rends compte aussi parce que je gère la page Insta de la Ligue contre le viol conjugal et que bah, voilà, il y a des gens qui réalisent en lisant un post, en lisant un article, en écoutant un podcast, qui se disent tiens, ça, ça vient gratouiller un truc quand même, qui sentent ce Mm. petit greu-greu, comme dirait Laurent Bertin, Mhm. à l'intérieur. Et du coup, ben voilà, parfois ça permet d'ouvrir une porte et du coup de venir poser des questions à des assos, sur des chats comme celui de Comment on s'aime. Enfin voilà. Donc le fait qu'on en parle beaucoup plus, que ça soit très largement diffusé sur les réseaux, je trouve que vraiment c'est un pas énorme. Et on le voit, hein, les plus jeunes générations, moi je le vois aussi en cabinet, les ados, les très jeunes femmes que j'accompagne, elles sont beaucoup plus au fait de Ok. ouais, ouais, non, mais ça c'est violent, quoi. Donc vraiment, les réseaux ont des bons côtés. Ah bah, ça fait plaisir à entendre. Ouais, et ça fait partie des bons côtés des réseaux. Je trouve que ça lève vraiment un tabou euh, et ça permet de porter une parole. Alors, il y a aussi the dark side, c'est qu'il y a Oui, aussi tous les contenus masculinistes hein, qui sont très, très, très exact. présents sur les réseaux euh, et sur lesquels les jeunes, notamment les jeunes garçons, tombent très, très facilement. Moi, Mm. j'ai deux fils, un qui a 20 ans, un qui a 14 ans. Euh, et ça m'est arrivé hein, d'entendre mon plus jeune scroller sur son téléphone, je sais, sur le canapé, et puis d'un coup, tu sais, moi, je suis dans la maison, je suis en train de naviguer, et j'entends un truc, oh j'ai ma petite alarme là qui On va faire. alerte, voilà. Et j'arrive, je lui dis,
pardon, on va reprendre, s'il te plaît, parce que non, ça va pas être possible. Donc, c'est d'autant plus important qu'il y ait des assos, qu'il y ait des professionnels, qu'il y ait des personnes lambda qui relaient Oui. des choses qui permettent un peu de se dire non, c'est pas normal. Et puis, il y a toute cette culture populaire hein, qui romantise vachement les violences, quoi. Je relève aussi deux choses importantes dans ce que tu viens de dire par rapport à tes fils. C'est bah, déjà le côté, il faut aussi apprendre aux garçons ce que sont les violences, etc. Et puis l'importance de rester vigilant sur le contenu auquel ils ont accès. Tout à fait. Et alors, sur le fait d'apprendre aux garçons, euh, tout le monde. Parce que on entend parfois le discours de bah voilà, il faut éduquer vos garçons, il faut Hmm. éduquer vos garçons. Alors, j'en ai fait un post il n'y a pas longtemps parce que c'est un truc qui me chafouine un peu. Il y a beaucoup de Ouais. choses qui me chafouinent. Et j'aimerais quand même rappeler que la grande majorité de la charge éducative au sein des couples hétérosexuels repose sur les femmes. Or, les violences, elles sont majoritairement perpétrées par des hommes. Donc, je propose que les hommes adultes s'éduquent, Ouais. se sensibilisent un peu et permettent de ne pas continuer à véhiculer, parfois malgré eux, des stéréotypes qui maintiennent la violence dans les relations hommes-femmes. Donc plutôt que éduquer vos garçons, ce serait éduquer vos hommes. Éduquez-vous. Non, même pas, parce que sinon c'est encore aux Ouais. femmes. Non, non, éduquez-vous, hommes, femmes, Hmm. personnes non binaires, on s'en fiche, éduquez-vous. Il y a suffisamment ce qu'il faut en plus. Ouais. C'est là où on a de la chance et qu'on est quand même, on est sur une période où on a un accès à l'information qui est immense. Hmm. Si on veut savoir, il y a moyen de savoir. Ok, très bien. J'espère que le message passera, le message sera entendu. Si on est concerné en tant que proche, si on a l'impression, par exemple, qu'une personne de notre famille ou des amis sont concernés par des violences, comment on peut intervenir? Déjà, quels sont les signes? Comment on peut intervenir? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas toujours évident. Alors, les signes, souvent, chez les proches, on va savoir les reconnaître, hein, l'isolement, le repli sur soi. Et puis dans les interactions, on voit, vous voyez, la copine à qui on pose une question, et puis avant de répondre, systématiquement, elle se tourne comme ça vers son chéri. Elle attend de voir s'il valide ou pas le fait qu'elle puisse répondre, comment elle va répondre. On la sent tout le temps hésitante. Voilà l'exemple que je citais tout à l'heure de bah, est-ce que tu veux venir au resto? Bah non, je peux pas, tu sais. Voilà, mon chéri va pas être d'accord, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Euh, je comprends la difficulté pour les proches de respecter le rythme. Euh, Leur rythme à eux, il faut juste qu'ils comprennent que c'est pas le rythme de la victime. Hmm. Et avec toutes les meilleures intentions qui sont les leurs, parfois, ils vont trop vite. Et souvent, moi, je me retrouve avec des victimes qui se sont retrouvées totalement isolées, qui au départ avaient des amis autour d'elles, et leurs amis leur ont dit, non, mais si tu restes avec lui, moi, c'est bon, je me barre, quoi. Alors, si on le fait pour se préserver soi, je peux entendre aussi que ça soit, voilà, parfois, on ne peut plus supporter hein, de voir Hmm. quelqu'un qu'on aime, dont on est très proche, être victime de violence. Et parfois, pour se préserver soi, on s'éloigne et c'est OK aussi. On n'a pas à sauver le monde, hein. Ouais. Pas de pression là-dessus. Par contre, si on le fait en se disant ça va la faire avancer, très honnêtement, c'est rarement le cas. Donc, respecter la différence de temporalité. On voudrait que ça aille vite parce qu'on voudrait voir la personne se sortir de là. La réalité, c'est que souvent, ça prend du temps. Les assos qui accompagnent les victimes disent qu'ils font en général 7 allers-retours Ah oui, avant, quand même. avant qu'une victime quitte définitivement un conjoint violent. Ok. C'est pas un processus qui est linéaire. Une des choses que j'invite vraiment les gens à faire, c'est de rester présent et de documenter. Documenter un maximum. Quand vous assistez à des choses, un mariage, une soirée, un Noël, des propos qui sont tenus, des gestes qui vous alertent, notez. Notez les dates, notez les mots, notez ce qui s'est passé, documentez, parce que le jour où votre ami euh, sort peut-être de cette situation de déni, il se peut qu'elle, sa temporalité soit complètement floue, parce qu'elle est dans un trauma complexe depuis des mois, depuis des années, et qu'elle a perdu en fait toute la notion. Et puis en plus, la gradation des violences, enfin, au bout d'un moment, tout s'embrouille. Ouais. Et à ce moment-là, quand on veut partir, si on veut déposer plainte, avoir quelqu'un qui a documenté, qui a gardé des dates, des événements précis,
C'est essentiel. Ça permet aussi, même pour nous, en tant que proches, de pouvoir parfois montrer. Quand la personne dit non, mais oui, non, là, il s'est énervé, mais c'est parce que tu comprends, au boulot, c'est compliqué. Oui, mais alors il y a 3 mois déjà, il y avait eu sensiblement la même situation. Et là, tu m'avais dit, ah, mais c'est parce que c'est les vacances, c'est le rush de la rentrée, machin, machin. Et puis, souviens-toi, Noël de l'année dernière. Et ça permet parfois de dire, ben, attention, à chaque fois, il y a une bonne raison. Mais il n'empêche qu'à chaque fois, ça recommence. C'est un super conseil hyper concret. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors, une fois qu'on a pris conscience qu'on est dans une situation de violence, que quelque chose ne va pas, comment on peut demander de l'aide et ou comment on peut sortir d'une situation difficile? Là, c'est deux aspects. Alors, demander de l'aide, moi, j'oriente très souvent en priorité vers les CIDFF, les Centres d'information sur les droits des femmes et des familles. Il y en a dans tous les départements. Ce sont des lieux où vous pouvez rencontrer des personnes. Alors, c'est très pluridisciplinaire. Il y a des assistantes sociales, il y a parfois des soutiens psychologiques, il y a des conseils judiciaires, juridiques plutôt. Voilà, c'est vraiment un centre de ressources immense. D'accord. Justement, on parlait tout à l'heure de cette situation où on se sent prise au piège. Et c'est vraiment un endroit où on va pouvoir glaner des informations qui vont nous permettre de nous rendre compte qu'il y a des portes de sortie. Ok. Oui, il est. Les CDFF sont souvent, il y a un tissu local souvent, hein, donc elles vont pouvoir orienter aussi les victimes vers des assos de secteur, parfois avec des centres d'hébergement, parfois pas, en fonction des situations. Est-ce que le danger est important? Est-ce qu'il y a des enfants? Est-ce que bon, il y a tout un contexte hein, évidemment à prendre en considération. Euh, on peut aussi, il faut savoir, on parlait tout à l'heure des violences économiques, il y a des banques euh, qui proposent euh, d'ouvrir des comptes secrets, entre guillemets, c'est-à-dire Ah, des ok. comptes, notamment alors le Crédit Mutuel le fait, le CIC aussi, il me semble. Donc on peut très bien, et même quand on est marié, et même quand on est marié sous le régime de la communauté, on insiste D'accord. là-dessus, on peut ouvrir un compte à son nom et on n'a pas d'obligation d'en avertir son mari. Le Crédit Mutuel, je sais qu'il propose aussi des formules de prêt à taux zéro pour les victimes de violences, qui permet par exemple de pouvoir payer la caution, le premier mois d'un loyer, racheter des meubles parce que parfois on s'en va un peu dans la panique, Oui. voilà, avec ses valises sous le bras, ses enfants sous l'autre, et on n'a pas forcément tous un tissu familial, amical qui peut soutenir, et puis on n'a pas forcément l'argent pour. Mm. Donc voilà, aussi ces possibilités-là. Ben, merci, Il c'est y a vraiment aussi très les... précieux ce que tu nous donnes là comme info. Ouais, c'est très important à savoir parce que vraiment l'isolement économique il pèse très très lourd dans Oui. ce qui retient les victimes. Et à juste titre, hein, surtout quand il y a des enfants, on a très peur de les placer en situation de précarité. Ouais. Alors, on va parler des choses qui te mettent en colère. Oula, C'est une question prends assez mon vague, marteau. hein. Qu'est-ce qui te met en colère? Ah, par où commencer? Ce qui me met en colère, c'est les cases. Mais c'est les cases dans tout, pas que dans les violences, hein. Moi, j'ai un truc Oui. avec les cases, j'ai horreur qu'on enferme les gens dans les cases. Et les stéréotypes de genre sont des cases qui maintiennent très fermement en place la systémie de la violence. Ce truc d'apprendre, enfin, on entend des choses. Moi, je l'ai encore entendu il n'y a pas longtemps en séance. Alors, je me suis permis de dire au papa que du coup, j'avais repris, quand on a fait le débrief, je me suis permis de reprendre parce que je suis pas OK avec ça. Mm. De la gamine qui me dit, oui, il y a un gars du collège qui arrête pas de m'embêter. Hein. Mais bon, mon père, il me dit que c'est peut-être parce qu'il m'aime bien. Avec les garçons, c'est comme ça, quoi. Non. Non, c'est juste qu'en faisant ça, on les dédouane et donc on continue d'apprendre aux garçons que c'est OK de séduire en bousculant, en insultant, en moquant, en dénigrant. Absolument pas. Donc tous ces stéréotypes, même dans la culture populaire, en ce moment je lis l'excellent livre de Chloé Thibault, Désirer la violence, que vraiment je vous conseille de lire parce qu'il permet vraiment de mettre en lumière un certain nombre de choses qu'on a pu intégrer malgré notre Pixar. Comme ça, on fait la totale, tu sais, de notre pop culture d'enfant jusqu'à notre pop culture d'adulte. Ouais.
Et c'est vrai que tous ces films, toutes ces chansons, qui ont fait partie de notre vie, de notre même période d'émancipation quand on était ado et qui véhiculent tous ces stéréotypes où le bad boy, Mm. il y a vraiment cette glorification de l'image du bad boy dans notre société, dans notre pop culture, les films, les séries, ce truc de, ben voilà, le bad boy, c'est celui qu'il faut avoir et c'est celui qu'il faut sauver. Mm. Le bad boy, il vient grise. Grise, il y a vraiment ce truc du bad boy repenti, ce truc de l'amour passe par ça. Non, non. Et il y a toutes ces scènes de moquerie, de violence, de trucs pas cool, où il y a jamais même un autre gars qui se permet de dire, mais ça va pas la tête. Enfin, Ouais. donc tout ça, ouais, tout ça. Et puis cette déresponsabilisation permanente. Non, mais on peut plus rire de rien, quoi. On peut plus rien dire. Alors, excuse-nous, on te demande juste de pas juste pas te comporter comme un porc. Si c'est trop pour toi, bah, vis dans une porcherie, vis pas en société. Allez pas m'emmener sur ce qui m'énerve. Si. Mais oui, ça, moi, c'est un truc souvent, même en thérapie de couple, hein, quand des fois, ça m'arrive d'interrompre et de dire, alors par contre, là, moi, ce que j'observe, c'est de la violence. Mm. Et ça, c'est pas possible. Je peux pas laisser passer ça. Parce qu'il y a cette idée que ben, tant qu'on cogne pas, ça va, quoi. Ouais. Ouais, ça revient à ce que tu disais au début Ah par oui, rapport à la définition. En fait, c'est toute une gamme de choses et pas que la violence physique. tout à fait. Et combien de femmes je reçois en cabinet qui me disent, ben, ouais, il y a des trucs, je suis pas bien avec ça, mais bon, en Mm. même temps, bah, je peux pas dire qu'il me tape dessus non plus, quoi. Non, mais vous pouvez dire qu'il est violent même s'il vous tape pas dessus, en fait. Oui, comme si c'était un peu, il fallait un certain niveau de violence pour que ce Tout à soit fait. entendable Légitime. et légitime. Et Ouais. légitime. Et vraiment, cette légitimité des victimes, elle est partout. Dans les violences sexuelles conjugales, c'est terrible, c'est un étau, c'est terrible. Ce truc de je peux pas dire qu'il m'a violée, c'est mon mari, ouais, on fait Ouais. l'amour ensemble depuis des années, des années, des années, ça peut pas être un viol, quoi. Si, si, si. Ouais, du coup, c'est pas évident à faire entendre à la personne. Enfin, j'imagine, tu vois, quand tu as ta patiente, ta cliente qui te dit ça, et toi, ton rôle, ça va être de lui faire prendre conscience, mais Alors là, c'est vraiment un travail de patience et de hmm, respect. Euh, Moi, je ne pose pas les mots ouais, à la place de la personne. Je vais l'amener à se questionner. Quels mots vous posez sur cette situation-là? J'essaye de transposer. Si c'était votre ami, si c'était votre fils, si c'était votre sœur, ouais. quels mots vous poseriez? Oui, parce que ce serait Mais très dire à violent de le quelqu'un. dire comme ça. Ah ouais. Oui, oui, et puis ça fait partie des témoignages que moi je reçois très souvent Hmm, de victimes qui ne veulent plus se faire accompagner parce qu'elles ont vécu très, très violemment ouais. le fait qu'on leur pose une nouvelle injonction Mhm. et elles ont tellement été privées de leur liberté de choisir que leur imposer de nouveau, c'est moi qui décide comment ça s'appelle. Donc quand on dit c'est un viol, madame, il faut porter plainte. Euh, ben non, Jean-Jacques, c'est pas comme Hmm. ça que ça se passe. Même si c'est un viol, d'abord, voilà, on est légitime en tant que victime qu'on dépose plainte ou pas. Puis si toutes les plaintes se soldaient par une condamnation, ça se saurait. Il y aurait certainement plus de victimes qui oseraient parler. Donc oui, c'est vraiment un travail oui, de patience. Mais je trouve ça vraiment, vraiment très chouette, la manière dont tu amènes ça. Parce que non seulement bah, tu donnes pas, tu n'imposes pas une interprétation, mais en plus ça permet à la personne d'être dans quelque chose de plus, comment je dirais, plus proche de ce qu'elle a ressenti en fait. Donc de pouvoir se protéger, mais sans ajouter une lourdeur aux actes. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, et puis il faut respecter l'ambivalence des Voilà, victimes. c'est ça. Dans le cadre conjugal, euh, on est en présence de quelqu'un qu'on aime, Mm. qu'on a aimé. C'est extrêmement difficile, hein. En plus, souvent,
dans ce continuum des violences, il y a une phase de lune de miel où tout va bien, où c'est le mec parfait, où tout le monde... Et souvent, à l'extérieur, il présente ce visage-là. Donc, souvent, Ouais. à l'extérieur, vous avez les proches qui disent: «Oh là là, t'as vraiment trop de chance, oh là là, il est trop bien ton mec.» Ouais. Surtout, le laisse pas filer, hein. Mm. Ouais, alors les portes closes, c'est plus tout à fait la même chose. Donc, cette ambivalence-là, elle a besoin d'être accueillie. On retrouve aussi dans les cas d'inceste, hein. Quand on est dans des figures d'attachement, que c'est l'ambivalence, elle est très très difficile à gérer pour les victimes. D'autant que cette phase de lune de miel, c'est pas quelque chose qui est au début de la relation forcément que à ce moment-là. C'est cyclique. Ouais. Dans le cycle des violences, on a effectivement les périodes de tension, les périodes d'explosion, les périodes de justification et puis les périodes de réconciliation. Et donc au début, les périodes de réconciliation, elles sont beaucoup plus longues au fur et à mesure des cycles. Ça se Ouais. rétrécit, ça se rétrécit. Les périodes d'explosion, de tension, d'explosion sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues et de plus en plus violentes. Mm. Mais effectivement, ces périodes de réconciliation, ces périodes de lune de miel, eh ben, elles permettent de se dire: non, mais ça va aller, quoi. Non, mais ça va aller. Je vais le sauver. Ouais, on en revient à ça. Ah, vraiment, ça revient tellement souvent. Parce que cette inversion de la culpabilité, qui fait partie de la stratégie de l'agresseur aussi, elle appuie là-dessus. Mais c'est ta faute, c'est toi qui me rends fou, c'est parce que je t'aime trop. Et on revient sur les médias, hein. Ouais. Le traitement des féminicides, le traitement. Ce terme, il est quand même employé depuis peu Mhm. dans la presse. Les titres de presse écrite, c'est juste ahurissant, quoi. Ouais. Euh, alors, Rose Lamy en parle très bien dans ses deux livres. Alors, il y a Défaire le discours sexiste dans les médias et il y a Un bon père de famille, qui sont, je conseille vraiment les deux. Mm. Euh, et elle donne plein d'exemples de ces une, le traitement du meurtre de Marie Trintignant. Cet amour dévorant qui les a consumés tous les deux, ben, il n'y en a qu'une des deux qui est morte sous les coups de l'autre, en fait. Donc ça va, on va peut-être pas plaindre l'auteur, il lui a quand même fracassé la tronche, quoi. Ça aussi, ça me met en colère. J'ai l'impression que on commence un petit peu quand même à modifier le discours, notamment par rapport voilà, aux grands faits divers, comme tu parles de Marie Trintignant. Déjà, on parle plus des victimes qu'avant, on parlait plus des Elles ont des agresseurs. noms. Parfois, elles ont des noms maintenant. C'est pas une Souvent, les titres, déjà, ils sont centrés sur l'auteur. Exact. Il tue sa femme pour une pâte à crêpes où il y avait des grumeaux. Mm. Ok. Donc, ce qui compte, c'est l'auteur et la pâte à crêpes. La Mm. victime, bon, elle est morte, dommage collatéral, quoi. Elle a mieux fouetter sa patte. Donc oui, ça progresse. Ça progresse aussi parce que de nombreuses assos féministes ont vraiment fait un Mm. énorme travail euh, pour que les mots soient employés réellement pour décrire les violences. Ouais, Tu vois, tu parles de grands faits divers, et pour moi, ce ne sont pas des faits divers. exact. Ce sont des faits de Des violence féminicides, ouais. qui sont nourris par un système de domination. Mm. Et il faut appeler les choses par leur nom. Alors, bah, pour en revenir plus à toi, dans ton travail, dans ta pratique, qu'est-ce que tu as observé comme évolution? Qu'est-ce que tu as mis en place, dans ta pratique depuis tes débuts? Qu'est-ce qui a changé pour toi? Alors, j'ai longtemps hésité en termes de positionnement, en termes de posture. Moi, j'ai toujours, mais même dans mon système familial, hein, j'ai toujours été le poil à gratter. J'étais la chieuse. En plus, j'étais la dernière de six. Et j'étais celle du ben pourquoi? Et ben pourquoi? C'est celle qui remet toujours tout en question. Le Ouais, poil à gratter. Et ça, je me suis souvent dit, ben, au début de ma pratique, je me suis dit, faut vraiment que tu fasses taire ça, parce que ça peut être violent, parce que ça peut être compliqué à recevoir. Et en même temps, j'ai fini par me dire que non, c'était vraiment un atout. Euh, Parce que ça, c'est un des trucs pour lesquels je remercie le plus mon formateur en hypnose, c'est qu'il nous a appris qu'être accompagnant, parfois, c'est ne pas être gentil. Et qu'on peut avoir besoin de pas toujours être dans la gentillesse, parce que parfois, il faut aller appuyer là où il faut que ça change, quoi, ou là où il faut que ça bouge. Alors, il y a effectivement des façons de le faire, il faut que la relation de confiance soit bien créée, etc. Mais maintenant, j'assume beaucoup plus. Et les gens que j'accompagne, une fois qu'on se connaît un peu, souvent, j'ai plus besoin de parler. ouais, Ils me disent un truc, souvent,
alors des femmes, mais aussi des hommes, hein, commencent à dire un truc et puis tout de suite se remettent en question, se retirent eux-mêmes leur légitimité. Et puis ils me regardent, ouais, non, non, ça va pas ce que je dis. Je sais ce que vous allez me dire. Attendez, je sais ce que vous allez me dire. Et hop, ils rebondissent de même. Ok. Parce qu'effectivement, ça permet à un moment aussi de déconstruire ses propres discours. Et il faut absolument qu'on nomme les choses. Parce que pour que les choses aient une légitimité et aient une existence, il faut des mots. Les mots, ils permettent d'organiser sa pensée. Et quand on est victime de violence conjugale, on ne sait plus penser droit, on ne sait plus penser clair. Donc pouvoir avoir des mots pour décrire cette réalité-là, c'est essentiel. Et parfois, dans le cadre thérapeutique, dans le cadre d'une alliance thérapeutique qui est bien créée avec quelqu'un dont on sait que voilà, la personne, elle est là pour vous, ben, ça peut être le lieu de poser ces mots-là. Ouais. Alors toujours voilà, dans le respect de la temporalité, du rythme de chacun et Mm. avec certains mots sur lesquels je suis quand même voilà, beaucoup plus prudente. Mais ça, oui, je pense que j'ai beaucoup évolué là-dessus. Et puis maintenant, j'assume et je revendique le fait d'être une thérapeute féministe. Et ça, j'ai beaucoup tourné autour aussi, tu vois. Oui. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce Ouais. que... Et vraiment, c'est aussi le regard de la systémie, quoi. On peut pas ne pas pointer du doigt que dans les systèmes dans lesquels on évolue, nos systèmes familiaux, nos systèmes religieux, nos systèmes culturels, notre époque, il y a des choses qui nourrissent ces relations de domination. Et ça, il faut le pointer du doigt, quoi. Pour les hommes comme pour les femmes, d'ailleurs, hein. Parce que le patriarcat, il fait du mal à tout le monde. Il enferme tout le monde dans des cases. On parlait tout à l'heure de la figure du bad boy, mais prenons la figure du gentil garçon. A contrario, le gentil garçon, bah, c'est pas celui que les filles elles veulent avoir, quoi. C'est le gars qui va dans la friend zone. Ouais. Eh ben non, on a le droit aussi d'avoir envie d'un garçon gentil. Heureusement. Heureusement que la douceur ne siège pas uniquement dans les ovaires. Bah, du coup, c'est ton côté poil à gratter, c'est aussi la manière dont tu manifestes ta présence sur les réseaux sociaux, dans les groupes. Du coup, tu offres un peu ce côté, comment je pourrais dire ça? C'est toi qui vas au front un peu. Tu vois, ça ouvre un peu le chemin pour les personnes qui n'oseraient pas encore, parce que se confronter, c'est pas toujours évident. Et du coup, qu'est-ce qui te donne la force? Tu vois, parfois dans les moments de doute, quand tu n'oses pas trop y aller, qu'est-ce qui te dit, allez, là, j'y vais. Qu'est-ce qui te booste en fait? La colère. La colère parce que, alors je vais pas dire que je mets pas d'ego là-dedans, parce qu'en plus, ma colère, elle est aussi très liée à mon vécu personnel, hein. Mm. Parce que j'ai vu aussi se reproduire ces cycles de violence, et notamment quand je me suis formée à la systémie et qu'on a travaillé sur notre génogramme, j'ai pris une claque. Mm. Et le genre de claque où tu montes dans ta voiture, tu peux pas démarrer parce qu'il faut que tu fondes en larmes, il faut que tout se vide. Et pourtant, je le savais, hein, Ouais. l'histoire de ma famille, je la connais, mais de le voir comme ça, posé, vraiment littéralement posé face à moi, et de voir ce cycle, notamment des violences sexuelles conjugales, se répercuter comme ça, je me dis, mais what? Mais il faut que ça s'arrête. Mm. Mais vraiment, il faut que ça s'arrête. Et donc, forcément, j'y mets 2 mois, mais c'est bizarre de dire ça parce que c'est un peu facile à dire, mais je pense que je suis assez à l'aise avec ça. Je le fais pas forcément pour moi, en fait. Ouais. Moi, je suis à l'aise avec mon histoire. Je suis à l'aise avec mon parcours. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Voilà, je sais que moi, bah, pour transporter mes casseroles, j'ai pas besoin d'un sac, j'ai besoin d'une brouette. C'est comme ça. Mm. C'est pas de bol. On n'a pas tous tiré les plus chouettes cartes. Euh, mais voilà, moi, j'ai un parcours de résilience dont je suis assez fière, même si je n'aime pas qu'on me limite à ça. Mm. Je quand même, voilà. Pas de case, on a dit. Alors, pas de cas, j'aime pas qu'on me limite à ça. Ouais. Par contre, je ne veux pas non plus qu'on le minimise. Oui. Parce que si j'en suis aujourd'hui là où j'en suis, malgré ce que j'ai vécu, Ouais. c'est quand même avant tout grâce à moi. Mhm. Donc bon, à un Oui, moment, oui. quand on peut dire, et souvent ça c'est quelque chose que je fais avec les personnes que j'accompagne. On fait des points réguliers et je les amène aussi à porter un regard sur tout ce qu'elles ont accompli en fait. Ouais. Parce qu'on ne se rend pas compte quand on a la tête dans le guidon, puis on est en mode survie. Mhm. Et parfois avoir quelqu'un qui dit, oh, 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 attendez là, vous venez de me dire que vous avancez pas, pause.
Pause, regardons un peu derrière. On dit pouce, on prend une petite feuille et puis on va retracer un petit peu notre parcours depuis quelques mois. Ouais, Là, généralement, les gens disent ah. Et ce qui me permet d'aller au front, ouais, j'ai pas envie que ça continue, quoi. J'ai vraiment pas envie que ça continue. J'ai pas envie que ça continue pour mes enfants, pour leurs enfants. Je pas. Non, je pense que vraiment, il y a un énorme travail à faire. Ça, c'est mon côté ancienne prof, hein. Moi, j'ai forcément ce levier de l'éducatif qui tout de suite me vient, mais je pense qu'il y a mm, un énorme travail d'éducation à faire, d'éducation au consentement notamment. oui, Tu parlais des choses qui me mettent en colère. Euh, il y a ces gens qui sont vent debout contre l'éducation à la vie relationnelle et sexuelle, qui disent ouais, non mais ça va pas, on va parler à nos enfants de masturbation, on va les sexualiser très petits. Mais d'où vous sortez ça? Par contre, apprendre à un enfant à nommer les parties de son corps, apprendre à un enfant quelles parties sont intimes, quelles parties sont pas intimes, apprendre à un enfant que l'intégrité physique doit toujours être respectée, la sienne, celle des autres. Apprendre que ben non, on n'est pas obligé de faire un bisou à mamie. La politesse, c'est pas de faire un bisou quand on n'a pas envie de faire un bisou. Que non, si on vous prend et qu'on vous met sur les genoux alors que vous voulez pas, ben non, vous avez le droit de pas vouloir. Éduquer au consentement, c'est aussi ça, quoi. C'est savoir dire, ben voilà, je suis fatiguée, j'ai pas envie, stop, c'est trop pour moi. Et ce truc de tout ramener à la sexualité alors que ça commence bien avant ça, de s'éduquer, d'éduquer les enfants au respect auquel ils ont droit, au respect de ouais. leur intégrité physique, émotionnelle, psychologique. C'est aussi ça. Dire à un enfant, mais arrête de pleurer, ça va. Ben non. Déjà, on peut pleurer quand ça va. Moi, je pleure de joie des fois, hein. D'ailleurs, on pleure de tout dans la vie. On pleure de joie, de colère, de tristesse, pardon, de frustration, d'émerveillement, de fatigue. Donc, pleurons, parce que c'est pas bon pour la santé. Et il faut arrêter, voilà, enfin, de dire aux enfants, mets un manteau, il fait froid. Le gamin, il dit, mais moi, j'ai pas froid. Mets un manteau, je te dis, il fait froid. Tu vas avoir froid. Finis ton assiette, j'ai plus faim. Finis ton assiette, je te dis. Tout ça, ça rentre aussi dans le respect bah, d'apprendre à un enfant à écouter son corps. Ouais, Parce que écouter son corps quand on a faim, écouter son corps quand on a sommeil, écouter son corps quand on a froid ou quand on a chaud, c'est aussi écouter son corps le jour où il nous dit, ah, j'aime pas qu'on me touche là, j'aime pas qu'on me fasse ça. Donc tout ça, c'est des bases qui sont importantes et qu'il faut apprendre dès le plus jeune âge. Et l'école peut être un des lieux pour ça. mm. Je suis d'accord avec toi. Et en tant qu'ancienne prof aussi. Tu proposes une formation, donc c'est pour à destination des accompagnants. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, j'ai lancé un premier atelier qui était ciblé sur les violences sexuelles et j'en ai un autre que je viens de terminer de préparer sur les violences conjugales. Alors, j'y reparle aussi un peu des violences sexuelles, mais vraiment plus dans le cadre conjugal, donc du viol D'accord. conjugal en l'occurrence. L'objectif, c'est quand même vraiment, là encore, de lever le voile. Il y a beaucoup d'accompagnants, d'accompagnantes qui disent non mais moi je vais pas sur ces terrains-là. Sauf que ces terrains-là, ils viennent à nous. Exact. Une femme sur deux a été victime de violences sexuelles à un moment dans sa vie. Sachant que dans nos cabinets, pour la grande majorité d'entre nous, on a principalement des femmes. C'est impossible qu'on n'accompagne pas des femmes qui aient été victimes. Et quand nous-mêmes, on ne pose pas les mots là-dessus, je parlais de rendre réel et légitime les choses en donnant des mots pour les exprimer. Ben, quand nous, on fait pas ça, quand nous, on n'est pas à l'aise avec ça, quand nous, on n'est pas conscient de la réalité de ce qui se passe, eh ben, on reste bloqué. Et souvent, on va tourner autour. On va pas y aller parce qu'on se dit, ah, je sais pas comment. Et puis, je sens bien un truc, mais là, je suis pas sûre. Et si c'était pas ça, est-ce que je vais oser dire ça? Bah oui, osons. Il vaut mieux oser dire une bêtise et le dire après. Moi, des fois, je dis, bah, là, je vous partage ce que ça me donne à vivre. Il se peut que je raconte des âneries, hein. Vous verrez, ça m'arrive souvent. Donc, généralement, ça fait rire les gens. Et c'est vrai, en plus. Et je dis, bah, voilà, je me demande si, voilà, si dans ce contexte, il n'y a pas aussi peut-être ça, ça. Et là, on sait calibrer en plus, hein, dans l'accompagnement. On sait voir aux réactions des gens si on est sur la bonne voie ou pas. Mais des fois, on ouvre des portes, quoi.
Donc l'idée, c'est pas d'apprendre à accompagner les violences conjugales, mais bien d'avoir les outils pour le jour où tu es confronté à ce genre de cas, savoir y répondre, ne pas être toi submergé par tes émotions, et puis peut-être, je sais pas si tu donnes aussi des pistes pour réorienter. Oui, oui, pour réorienter, pour se construire un tissu local aussi, bah, avec les assos, les CIDFF, le planning familial, les assos féministes, avec des psychologues, avec des sages-femmes, avec des kinés. Enfin, voilà, il y a plein de professionnels qui peuvent entrer dans la boucle. Mais après, bon, sur le accompagner, notamment accompagner le trauma, par exemple, il y a des formations qui existent qui sont très très bien. Je pense à celle d'Evelyne Joss, que moi j'ai faite, qui est une véritable mine d'or. Et Evelyne, elle est quand même très très chouette. Donc sur les outils vraiment d'accompagnement du trauma, notamment en hypnose, je vous invite vraiment à vous tourner vers la formation d'Evelyne Joss. Voilà, moi je vais l'aborder plus sous l'angle de la posture, du cadre, pour sécuriser la personne qu'on accompagne, pour se sécuriser soi, Ok. parce que c'est pas toujours évident. Euh, je vais plus axer là-dessus que sur les outils hypnotiques, par exemple. Ouais, C'est pas une formation en hypnose. ouais, ouais, ok. On est plus sur le volant de la systémie à la rigueur que de l'hypnose. Mais ça me semble un outil quand même assez indispensable à avoir dans sa besace, même si on ne souhaite pas accompagner, c'est comme on disait, hein, c'est comme si tu disais je vais au ski, mais j'aime que quand il y a de la poudreuse. Faut être Ouais. capable de skier par tous les temps, quoi. Oui, oui, et puis il y a des choses, on peut pas. Moi, je le vois aussi. Alors, je supervise aussi individuellement des collègues et des fois, ça, c'est des situations qui arrivent, hein, des collègues qui arrivent en supervision en me disant, ah, il y a eu un truc, je me suis demandé quoi en faire, j'ai pas Mm. su. Bah oui, c'est important aussi, à un moment, de pouvoir se dire, qu'est-ce que je fais quand je sais pas quoi faire? Ouais, Comment je réagis quand je suis face à un truc que je me dis, oula, il y a baleine sous caillou? ouais, Qu'est-ce que je fais? Et parfois, ça peut être de poser des mots, quitte à dire une ânerie. Ça peut être de dire, bah, écoutez, là, je sens que moi, j'ai besoin voilà, d'en discuter en supervision. mm. Il y a plein de pistes, quoi. Ok, ok. Écoute, moi j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu trouverais important d'aborder? Alors, on parlait tout à l'heure des ressources dans les lectures. Moi, je suis très lecture. Oui. J'ai peut-être un léger problème d'addiction au livre. Euh, il y a l'excellente BD de Sophie Lambda, Ouais, j'adore. Tant pis pour l'amour, qui est vraiment géniale. Moi, je l'ai au cabinet. Parfois, je la prête. Je l'ai prêtée à une très jeune femme, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, parce qu'elle me parlait de la situation d'une amie. Voilà. Et elle a besoin de mieux comprendre les mécanismes. Donc, je lui ai dit, je pense que tu trouveras tout là-dedans. Ouais. Donc, ça fait partie des choses très, très chouettes à avoir. On parlait tout à l'heure de l'éducation au consentement, d'éducation pour les jeunes. Euh, sur le côté consentement sexuel, il y a les BD de Charline Vermont. Ah, ça, je connais pas. C'est la créatrice du compte Orgasme et moi sur Insta. Et donc, elle a fait des petits bouquins sur les questions autour de la sexualité, des sexualités d'ailleurs, parce qu'elle est très Ok. intuitive, Charline. Elle est vraiment très, très chouette. Elle est géniale. Elle a une façon de parler de sexualité qui est, alors, c'est vraiment la sexualité joyeuse, enthousiaste. Alors, sur le consentement enthousiaste, je pense que beaucoup de gens pourraient s'inspirer de ce que fait Charline. Donc ça fait partie des ressources très très chouettes. Sur un volant peut-être plus terre à terre, peut-être plus à destination, peut-être des accompagnants qui aimeraient comprendre, il y a le livre, celui-ci, Le contrôle coercitif, au cœur de la violence conjugale d'Andrea Gruev-Vintila. Donc là, c'est plus à destination des Alors, accompagnants, hein, c'est pas... pas forcément, mais on est plus dans un truc très, voilà, étude, tu vois. D'accord. C'est pas, c'est pas le traitement en BD de Oui, Sophie oui. Lampa. De salle, deux ambiances quand même, on n'est pas Voilà. dans mais ça explique bien euh, la partie contrôle coercitif des violences conjugales et le fait que parfois on peut être sous une emprise et dans un climat de terreur terrible sans qu'un seul coup ait jamais été porté. Ouais. Et ça, c'est important à avoir à l'esprit. Voilà.
Ok. Bah, généralement, ma dernière question concerne les ressources. Donc là, tu nous as donné des ressources sur la thématique du jour. Est-ce que tu aurais d'autres recommandations, peut-être plus générales, ou même quelque chose de totalement qui aurait aucun rapport? Ça peut être un podcast, un film, des livres, quelque chose que tu souhaiterais partager. Ah, alors des podcasts, il y en a plein que j'aime beaucoup hein, dans les podcasts féministes notamment. Il y a les podcasts de Victoire Tuaillon, donc Le cœur sur la table et les couilles sur la table. Il y a le podcast Mansplaining sur la déconstruction des masculinités. Il y a un podcast à toi de Charlotte Bien-Aimée que j'adore. D'ailleurs, le dernier épisode, c'est sur le fait d'être une thérapeute féministe. J'adore ce qu'elle fait. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses qui se font aujourd'hui et qui permettent de contribuer à déconstruire, en fait. On a vraiment été tissé de très nombreux fils qui maintiennent en place un système patriarcal qui est très lourd à porter pour tous, quel que soit notre genre. Donc, il y a plein de ressources. N'hésitez pas à les fouiller. Bah, écoute, je te remercie beaucoup, Aurélie. C'était extrêmement intéressant, très concret. J'espère que ce sera utile à un grand nombre de personnes. Et puis, bah, je te dis à bientôt. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli. Merci encore. Au revoir. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager. Enfin, à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!